Dans cet épisode, je vais vous présenter une jeune fille nommée Nema, qui se réincarne dans un autre monde et qui a le pouvoir de dompter les bêtes sacrées et les monstres. L'histoire commence avec une jeune fille qui marche dans la rue après avoir quitté son bureau. Fatiguée par ses tâches mensuelles, elle décide de dormir un peu. En entrant dans sa maison, elle glisse et tombe sur le sol, sa tête heurtant le sol en premier. Se rendant compte que son corps ne bouge plus, elle se demande si elle va mourir. Au moment où elle le pense, son âme sort de son corps et elle s'éteint dans l'instant qui suit. Elle dit alors que tout ce qu'elle veut, c'est vivre une longue vie, mais celle-ci s'avère courte. En pensant à ses parents, à qui elle n'a même pas pu dire au revoir, elle pleure à chaudes larmes, exprimant qu'elle ne veut pas mourir ainsi. À ce moment-là, son environnement change et un homme vêtu de blanc apparaît devant elle. Il lui dit que sa durée de vie est fixe et ne peut être modifiée, mais que si elle l'aide à accomplir sa tâche, il changera la façon dont elle mourra. Il s'avère que l'homme en face d'elle est un dieu. Le dieu lui explique alors que les humains sont en train de tuer d'autres espèces dans un monde appelé Asdilon, et qu'il veut la réincarner dans ce monde pour qu'elle puisse décider du sort des humains. Surprise, la jeune fille lui répond qu'elle est sensible et qu'elle ne peut pas faire une chose pareille. Le dieu l'informe que si elle accomplit la tâche qui lui a été confiée, il la récompensera en lui donnant des pouvoirs spéciaux, dont la téléportation et la capacité de tuer. Irritée, la jeune fille révèle que toute sa vie, elle n'a voulu que caresser des animaux en peluche et que c'est la seule chose qui apaise son cœur épuisé. Comprenant ses sentiments, Dieu lui accorde des pouvoirs spéciaux et lui dit que lorsqu'elle se réincarnera dans un autre monde, elle aura la capacité d'apprivoiser les bêtes, les monstres et toutes les créatures vivantes, mais que ses pouvoirs ne fonctionneront pas sur les humains. La jeune fille crie à haute voix et lui dit qu'elle n'est pas d'accord avec sa demande. Mais l'instant d'après, elle se réveille dans une maison où sa famille l'accueille dans le monde. Elle renaît dans une famille osf et ses parents lui donnent un nom appelé Nefertime. Son frère et sa sœur aînée l'appellent Nema et commencent à la complimenter sur sa beauté. Cependant, Nema n'arrive toujours pas à croire qu'elle a vraiment été réincarnée. Le narrateur révèle alors que Nema se réincarne dans une ville nommée Larchia, qui est le plus grand des 3 continents d'Asdilon et qui abrite le royaume de Gash. Son grand frère Ralph est un homme très gentil, et sa sœur Karna est très énergique. Même ses parents sont beaux et gentils, à l'exception de son père qui devient parfois douillet et peut être très décevant. Elle a aussi un chien nommé Di, qui la protège toujours. Manger, dormir, être choyée par sa famille et caresser des animaux en peluche, puisque c'est la vie qu'elle voulait dans sa vie passée, Nema remercie Dieu. Le lendemain, sa mère est invitée au palais royal pour effectuer des travaux, mais elle ne sait pas quoi faire, car son mari travaille et son fils et sa fille sont à l'académie. Comme elle ne peut pas emmener Di au palais royal car les animaux n'y sont pas admis, elle demande à Nema si elle peut être une bonne fille si elle l'y emmène, ce que Nema accepte avec joie. Sur le chemin du palais royal, Nema voit des gens qui interagissent les uns avec les autres dans la joie et l'allégresse, et pense qu'ils n'ont pas l'air de gens qui poursuivent les autres. Au palais, sa mère jette un sort protecteur sur Nema, juste pour s'assurer qu'elle restera saine et sauve pendant qu'elle termine son travail au palais royal. Après le départ de sa mère, Nema voit un oiseau voler et le suit, mais l'oiseau est trop rapide et elle se fatigue à le suivre. Alors qu'elle s'apprête à se reposer, des animaux l'entourent et elle commence à les caresser. Cependant, leur moment est de courte durée car un tigre blanc géant surgit devant elle. Grâce à ses pouvoirs divins, le tigre blanc géant commence à la lécher au lieu de l'attaquer, et Nema l'étreint tout en sentant son corps duveteux. Le tigre blanc la met ensuite sur son dos et l'emmène en voiture jusqu'au palais royal. À ce moment-là, un garçon apparaît, appelant le tigre blanc géant Lars, et dit à Nema que Lars se comporte peut-être bien, mais qu'il est toujours une bête, et lui demande de descendre de son dos. Il prend Nema sur son dos et la tient dans ses bras, mais Nema hésite et veut être remise en place. Le garçon est surpris du comportement de Lars, car il n'a jamais aimé personne plus que lui auparavant. Il demande à Nema de lui parler de ses parents, et elle lui répond qu'elle appartient à une famille osf, et qu'elle s'appelle Nema. En entendant le nom de la famille osf, le garçon les emmène tous les deux dans un bureau. Là, elle rencontre son père, qui travaille déjà dans le bureau. Son père lui demande ce qu'elle fait dans le palais royal, et le garçon l'informe qu'il l'a sauvée alors qu'elle jouait avec des Lars dans la cour. Choqué, son père la prend dans ses bras et remercie le garçon d'avoir sauvé sa fille, en l'appelant son Altesse. Il s'avère que le garçon est le prince du royaume de Gash. Il demande à Nema de remercier le prince, ce qu'elle fait, bien que de manière malhabile. À ce moment-là, l'homme qui était assis à côté de son père s'approche d'elle et elle se présente officiellement à lui. Il s'agit de Goldirus Gash, le roi du royaume de Gash. Voyant qu'elle est bien élevée, le roi se prend d'affection pour elle et lui dit de venir visiter le palais royal la prochaine fois, et il la laissera à nouveau jouer avec Lars. Plus tard, sa mère lui reproche d'avoir quitté la salle qui lui avait été attribuée et d'avoir joué avec le tigre du ciel, qui est le vrai nom du tigre du ciel. Nema lui dit qu'elle est amie avec Lars et que le roi lui-même l'a invitée à jouer avec lui lors de sa prochaine visite au palais royal. Cependant, sa mère lui demande de lui promettre qu'elle ne rencontrera pas le tigre du ciel lorsque quelqu'un l'observera, car il s'agit d'une bête sacrée spéciale qui utilise des pouvoirs élémentaires. Lorsqu'elle l'interroge sur les pouvoirs élémentaires,
sa mère lui explique que les sorts magiques qu'ils utilisent puissent dans leur mana, mais que les bêtes sacrées utilisent la puissance divine qui emplit ce monde, et que l'utilisation de cette énergie est connue sous le nom d'élémentalisme, et qu'elles s'en servent pour se lier à leur maître. En entendant les paroles de sa mère, Nema est triste mais lui promet de faire ce qu'elle a dit. Cependant, ses parents sont choqués par la tournure soudaine des événements, car ils pensaient que seuls les animaux l'aimaient, mais ils ne peuvent pas croire qu'elle a apprivoisé un tigre du ciel, réalisant qu'elle a une sorte de pouvoir spécial. Le lendemain, Nema arrive à nouveau au palais royal, mais cette fois pour observer son frère et sa sœur à l'école. Les servantes l'emmènent dans la zone des spectateurs avec sa famille pour assister à la séance d'entraînement. Nema s'assoit sur le canapé et pose des questions. Son père lui explique que les professeurs de l'école utilisent une magie puissante pour créer des soldats, et que les élèves les commandent avec leur mana pour se battre les uns contre les autres. À ce moment-là, le combat entre son frère Ralph et l'un des élèves de l'école commence, et Ralph le bête facilement grâce à ses pouvoirs magiques. Nema félicite joyeusement son frère pour sa victoire, mais elle se rend compte qu'elle doit aller aux toilettes. En revenant des toilettes, elle tombe sur un garçon nommé Tristan qui harcèle son frère et lui dit qu'il le battra facilement lors du prochain match. Furieuse, Nema se moque de lui en le traitant d'idiot qui ne connaît même pas sa place. Entendant ces mots durs, le garçon tente de l'attaquer, mais au moment où il s'apprête à le faire, le prince intervient et l'arrête sur le champ. Le prince demande avec colère à Tristan pourquoi il a levé la main sur un enfant, mais celui-ci lui répond avec crainte qu'il ne fera jamais une telle chose de sa vie. En entendant cela, Ralph demande au prince comment il connaît Nema. Le prince lui répond qu'il l'a aidé l'autre jour lorsqu'elle s'est perdue au palais. Lorsque Nema riposte, le prince lui demande de devenir son jouet, ce qui lui permettra d'aller et venir au palais quand elle le voudra. Nema accepte avec joie, et le prince la trolle pour l'avoir traitée de brute. Il informe même Tristan que Nema est sous sa protection et que s'il lève la main sur elle, il le fera périr sur le champ. Après cela, le prince regarde les yeux de Nema, qui sont noirs, et s'interroge à ce sujet puisque ce monde n'a personne qui en soit doté. Il se rend ensuite dans l'arène d'entraînement, et cette fois, c'est au tour de sa sœur aînée Karna. Son épreuve consiste à utiliser la magie pour vaincre un monstre invoqué par un cercle magique. Elle active alors le cercle magique et invoque une puissante bête sacrée, un dragon de feu. Choqué, le commandant demande au professeur de protéger les élèves, tandis que le père de la jeune fille informe le prince que Karna est très douée avec le feu, mais qu'elle ne l'est pas avec l'eau. Voyant sa sœur en difficulté, Nema lui demande de fuir, mais elle décide de combattre la bête sacrée. Juste à ce moment-là, Nema s'enfuit et saute sur le terrain d'entraînement, et avant qu'elle ne tombe, une énergie magique anonyme la sauve. Elle court alors vers le dragon de feu et demande à tout le monde de ne pas l'attaquer. La plus jolie des filles, Nema, empêche les gardes d'attaquer le dragon. Il l'évite et l'attention du dragon de feu se porte sur elle. Il se demande pourquoi cette petite fille est ici, car ce n'est pas un endroit pour elle. Alors que Nema discute avec lui, il lui dit qu'ils l'ont invoqué de force et se demande pourquoi il les laisserait partir s'ils lui font du mal. Cependant, elle l'informe que malgré sa puissante magie de l'eau et ses écailles résistantes, il peut se blesser en se battant avec d'autres, et elle ne peut pas supporter cette cruauté. Elle exprime son souhait de caresser ses écailles, ce qui surprend le dragon de feu, car elle n'est pas terrifiée. Inspiré par son innocence, il se penche pour qu'elle puisse le toucher. Voyant cela, les gardes commencent à agir, croyant que le dragon va la blesser, mais le prince les arrête, les informant que Nema prépare quelque chose. Au moment où elle s'apprête à toucher son corps, elle croit qu'il est chaud, mais contrairement à ses attentes, il est froid et lisse. Le dragon de feu lui dit alors que lorsqu'elle sera plus âgée, il la reconnaîtra comme son maître. Avant de partir, le dragon de feu lui donne un orbe, en lui disant qu'il les reliera tous les deux l'un à l'autre. Le dragon de feu comprend qu'il serait difficile pour Nema de garder l'orbe avec elle, alors il lui dit qu'elle peut changer sa forme en ce qu'elle veut garder autour d'elle. Après avoir réfléchi un moment, elle le transforme en ours en peluche. Le dragon de feu lui dit alors que l'orbe les relie mentalement et qu'elle peut utiliser sa magie à travers lui, ce qui signifie qu'il l'aidera lorsqu'elle sera en danger. En entendant cela, Nema le remercie pour sa gentillesse et lui demande de ses nouvelles. Le dragon lui révèle alors qu'il s'agit de Sol et s'en va. Sa sœur Karna la prend alors dans ses bras et s'excuse de l'avoir mise en danger. Le prince participe également en lui serrant les joues et se réjouit qu'elle aille bien. Nema se rend compte que malgré sa maladresse et sa brutalité, le prince s'inquiète pour elle. Observant la situation, le prince ordonne à son père, Dallan, de s'occuper de Nema et de trouver une solution à cette situation, pensant que des personnes avides de pouvoir s'en prendront à elle. En entendant cela, Dallan pense que si quelque chose arrive, il les tuera tous. Cela choque Nema, qui pense que l'incident est devenu quelque chose d'important. Plus tard, ils sont chaleureusement accueillis à la cour et reçoivent une présentation étonnante. De nombreuses personnalités royales sont présentes à la cour et les regardent, ce qui rend Nema nerveuse. À ce moment-là, le roi et la reine arrivent et discutent de l'affaire. Le roi est parfaitement au courant du pacte de Nema avec le dragon de feu, mais le père de Nema dissipe leur malentendu en les informant qu'il ne s'agit pas d'un pacte officiel et qu'elle ne peut utiliser ce pouvoir que lorsqu'elle est menacée,
et en confirmant qu'elle n'utilisera pas ce pouvoir pour menacer le royaume. Cependant, pour dissiper les doutes du roi, il jure par son nom que s'il le rompt, il mourra. Nema s'inquiète pour son père et se rend compte qu'ils se sont réunis pour parler de cette grave affaire. Au cours de la discussion, le directeur du Centre royal de recherche sur la magie, Salzé, révèle qu'un cercle magique est présent, que la jeune fille qui a effectué la magie est correcte, mais qu'elle n'a pas fait de faute, et que le dragon de feu a été appelé de force. Il révèle que c'était la volonté de Dieu et que cela n'a rien à voir avec Karna. En écoutant cela, Nema hurle dans son cœur, réalisant que Dieu ne l'a pas laissée seule dans ce monde. Elle pense que Dieu l'a fait exprès parce qu'il veut qu'elle connaisse toutes les créatures de ce monde, mais elle n'est pas intéressée à les connaître. Le grand prêtre est également d'avis que les bêtes sacrées sont les meilleures choses qui soient arrivées à ce royaume, et que le dragon divin qui apparaît ici est un bon présage pour le royaume et peut stimuler leur esprit, ce qui leur permettra de régner sur le monde entier. En entendant les paroles du grand prêtre, Nema pense que Dieu parlait de ce genre de personnes qui utilisent un langage si fleuri pour plaire au roi et laver le cerveau des autres. Malgré ses doutes, elle laisse tout de côté, car son seul but est d'accompagner les animaux en peluche. Alors qu'il contemple ces questions, le prince brut remarque l'expression de Nema. Elle en est irritée et lui lance un regard furieux. De son côté, le prince brut se rend compte qu'elle commence à s'ennuyer de la situation actuelle. Il propose donc à Nema de jouer avec Lars, ce que le roi du royaume approuve également. En entendant cela, ses yeux s'illuminent de bonheur. Lars arrive, et le prince brut lui chuchote quelque chose à l'oreille, ce qui le pousse à faire sortir Nema de la cour. Nema lui tient la queue et Lars l'emmène dans sa luxueuse demeure. Là, elle saisit un morceau de viande qui se trouvait déjà là et l'offre au tigre céleste. Sans perdre une seconde, Lars mange le morceau, épargnant ses petites mains. Ses mains deviennent humides, choquant les gens autour d'elle qui se demandent comment elle peut nourrir Lars à main nue. Voyant cela, une servante lui donne un mouchoir, qu'elle prend en la remerciant. Devant sa mignonnerie, la servante se réjouit et s'enfuit, déclarant qu'elle n'est pas digne de sa gentillesse. Nema l'ignore, continue de caresser Lars et s'endort sur son corps. À ce moment-là, sa famille arrive et la voit endormie sur Lars. Son père, qui adore sa fille, admire sa beauté pendant qu'elle roupille. Les autres généraux, qui connaissent bien l'apparence du dragon de feu, comprennent l'importance de son pacte avec le dragon pour leur pays. Ils veulent la surveiller pour lui éviter tout malheur. Le père de Nema, qui entend tout, en a assez de leur conversation égoïste, sachant qu'elle pourrait nuire à sa fille, mais il préfère partir, car d'autres expriment leur désir d'utiliser Nema à des fins maléfiques. À ce moment-là, le grand prêtre arrive et salue tout le monde. Le grand prêtre fait part de son intention de prendre Nema sous sa tutelle, dans le but d'en faire une sainte jeune fille grâce à l'éducation. Le père de Nema, conscient de la manipulation potentielle, refuse de confier sa fille au grand prêtre. Il rejette l'idée, sachant que le grand prêtre pourrait faire d'elle une marionnette à ses propres fins. Le père refuse, estimant que l'idée de transformer sa fille en poupée est insultante pour lui. Entendant cela, le grand prêtre attaque Dallan et sa femme, leur faisant part de ses doutes sur le fait que Nema n'est pas leur fille. Il les informe qu'elle ne ressemble pas beaucoup à leurs deux autres enfants. C'est alors que Kula, la femme de Dallan, interrompt leur conversation et lui annonce qu'elle a échangé le vœu du vrai nom avec son mari, et que si elle le rompt, elle subira le châtiment divin et portera la marque de la chute sur son front. Elle montre alors son front, ce qui choque le grand prêtre. Cependant, le grand prêtre doute toujours d'elle et pense que seul le duc d'Allan a peut-être prononcé le vœu du vrai nom. Cependant, Kula précise qu'elle a prêté serment en présence du roi, informant tout le monde que si quelqu'un doute encore d'elle, il faudra défier le roi lui-même. Plus tard, Lars réveille Nema en lui léchant le visage. Elle ouvre les yeux et regarde ses parents. Il lui annonce la bonne nouvelle, personne ne la gronde et la bête divine lui a donné du pouvoir, elle ne doit donc pas avoir peur. Au même moment, le roi prend Nema dans ses mains et lui accorde la permission de venir au palais à tout moment, lui permettant d'aller où elle le souhaite. Ensuite, le prince brut emmène Nema dans sa chambre et a l'intention de lui présenter d'autres animaux du palais. À ce moment-là, Gwyn, la deuxième brigade de la garde royale, arrive et salue le prince. Le prince brutal lui dit que si quelque chose arrive pendant son absence, elle peut compter sur Gwyn. Nema, surprise par sa personnalité amusée, le salue et l'informe qu'elle l'a déjà vu à la cour. À ce moment-là, le prince brut ordonne à Gwyn d'emmener Nema dans l'écurie du dragon, ce qui choque Gwyn. Il se demande pourquoi le prince l'envoie dans un endroit aussi dangereux que l'étable du dragon. Accompagnée de gardes, Nema a honte d'elle-même et se demande pourquoi elle a besoin de leur protection. Cependant, elle poursuit son chemin, car elle peut faire n'importe quoi pour les animaux en peluche. En chemin, elle rencontre Dan, le chef de l'écurie des dragons. Ses vêtements sont ordinaires, car il s'occupe des dragons bénévolement. Il se baisse et salue Nema, ce qui lui fait croire qu'il existe aussi des gens gentils dans ce monde. Observant son apparence, Gwyn lui reproche de ne pas porter un habit royal comme lui, et tous deux commencent à échanger des mots blessants. Il est alors révélé que Gwyn et Dan étaient tous deux camarades de classe à l'académie et qu'ils s'embrouillaient souvent l'un l'autre. Pour résoudre ce problème,
Nema détourne leur attention sur elle en tirant sur leurs pantalons. Ils se rendent compte de ce qu'ils lui ont fait, et Dan lui prend la main en lui demandant d'être prudente, car les dragons peuvent être plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Il lui montre alors quelques dragons, lui révélant que les dragons qui volent dans les airs sont appelés Lindblum, tandis que ceux qui courent sans ailes sont appelés Lindra. Ces dragons vivent dans les déserts et les régions lacustres, choisissant leur habitat en fonction de leurs préférences, et préférant ces régions pour y vivre. Voyant cela, elle souhaite caresser la tête du dragon, mais se rend compte que Dan ne l'y autorisera probablement pas. C'est alors qu'un rayon rouge apparaît sur son corps, attirant les dragons qui se précipitent vers elle. Comme cela ne s'est jamais produit, Dan et les autres sont devenus vigilants. Dan emmène Nema, mais le chef des dragons les en empêche. Nema s'avance et salue le dragon, l'appelle Giselle et l'informe que, grâce à l'orbe de sol, elle peut leur parler. Elle lui fait part de son souhait de jouer avec eux tous, et Dan est d'accord. Giselle se penche alors pour qu'elle puisse s'asseoir sur lui. Sans perdre une seconde, le dragon s'envole et l'emmène dans le ciel, laissant Dan et les autres choqués par ce soudain retournement de situation. Giselle croit que Nema est humaine, mais il sent l'orbe du dragon de feu et sait qu'elle n'a pas fait de pacte avec lui. Nema révèle que l'orbe lui a été donné par le dragon lui-même et qu'elle peut ainsi communiquer avec les autres dragons. Elle salue les autres dragons qui l'accueillent comme une jeune fille dragon. Elle confectionne un bandeau de fleurs pour le petit dragon, mais celui-ci préfère le manger. Elle commence à le poursuivre, tandis que les autres petits dragons se joignent à eux, pensant qu'ils sont en train de jouer. Elle joue aussi avec eux dans l'eau et s'amuse beaucoup. Pendant que Nema s'amuse avec les dragons, Dan et Gwyn discutent avec elle. Dan, qui connaît la nature de Giselle, révèle qu'en tant que chef des dragons, il ne laisse jamais personne sur son dos. Cependant, Gwyn dissipe ses doutes et révèle que c'est Nema qui a sauvé le royaume du dragon de feu. À ce moment-là, elle revient avec Lars et un autre dragon, ce qui choque tout le monde. Dan se demande comment elle peut commander des bêtes sacrées et d'autres dragons, pensant qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Le lendemain, Dan emmène Nema aux écuries des chevaliers de la bête, qui abritent de nombreux animaux rares. Ils y rencontrent un certain Lestin Ogma, qui est le capitaine de la Légion des Chevaliers Fauves. En voyant la simplicité de Nema, Les se demande si elle est vraiment celle que Dan lui a décrite plus tôt. Il s'avère que Dan lui a tout dit sur Nema et sur sa capacité à apprivoiser le chef des dragons, Giselle, qui ne laisse même pas Dan s'asseoir sur son dos. Réalisant qu'il a une petite charmeuse dans son écurie, il prend cela comme un défi et commence à rassembler plus d'informations sur ses pouvoirs. Il emmène Dan et Nema à l'écurie du cheval, qui est entretenue par la magie afin qu'ils puissent vivre au mieux. Les présente Nema au chef du troupeau, Uaz, mais ses pouvoirs d'apprivoisement ne fonctionnent pas sur lui, car Uaz rejette ses salutations. Elle demande à Uaz de jouer avec elle, mais il rejette également cette offre. Voyant cela, les révèle qu'Uaz est un cheval gentil mais qu'il peut parfois devenir égoïste et qu'il n'écoute personne, ce qui provoque un regard triste de la part d'Uaz. Nema, après avoir serré Uaz dans ses bras, révèle que ce dernier est le chef du troupeau et qu'il n'aime pas que quelqu'un qu'il ne connaît pas s'approche de lui, ce qui signifie qu'il agit délibérément pour éviter que les humains ne s'approchent de son troupeau. En entendant cela, il serre Uaz dans ses bras et s'excuse de ne pas avoir compris ses vrais sentiments, ce qui réjouit Nema. Ensuite, Dan et Nema s'assoient sur un cheval blanc nommé Yug, un cheval très docile et parfait pour les cavaliers inexpérimentés. Ils se dirigent vers les écuries des bêtes pour voir d'autres animaux, et Nema est impatiente de les caresser et de jouer avec eux. En chemin, elle rencontre les bébés d'un bourg géant et leur demande ce qu'ils font en creusant un trou dans le sol. Les lui révèlent que lorsqu'ils ont faim et qu'ils n'ont pas de nourriture, ils creusent un trou et cherchent des insectes à manger sous terre. À ce moment-là, certains bébés se mettent à les poursuivre, ce à quoi les révèle que les bébés bourgs géants veulent quelqu'un pour jouer avec eux et qu'ils poursuivent tous ceux qu'ils aperçoivent, ce qui fait que de nombreux chevaliers des bêtes se blessent chaque année. Choqué, Nema crie à l'aide et Uaz, qui en a assez, pousse un grand rugissement, ce qui fait fuir les bébés bourgs géants. Nema remercie Uaz pour son aide et il se dirige vers les écuries des bêtes. En s'arrêtant dans les environs, les leur montre un groupe de Waka, considérés comme les animaux les plus rapides de la Terre et utilisés comme messagers en cas d'urgence. En entendant le mot au plus rapide, Nema hurle et veut monter sur l'un d'eux, mais les lui révèle qu'elle a besoin de beaucoup d'entraînement pour maîtriser la vitesse des Waka. Cependant, notre jeune fille réincarnée persiste, ce qui pousse les à accéder à sa demande. Il s'assoit sur l'un des Waka, Yoshu, et Nema sent la douceur de sa peau. Les lui parle alors des Waka et de la façon de gérer leur vitesse, l'informant que si elle l'attrape trop fort, il s'arrêtera sur le champ. Heureuse de cette nouvelle, Nema se demande à quelle vitesse il peut aller, mais lui dit d'aller aussi vite qu'il le peut. À ce moment-là, Waka fonce à toute allure, ce qui pousse Nema à se demander ce qui se passe, car elle ne peut plus respirer. Voyant cela, les pense que si cela continue, elle pourrait finir par perdre connaissance. Il active donc un sort de protection et le lance sur elle, ce qui permet à Nema de bénéficier de la vitesse de Waka. Arrivée à destination, Nema déclare qu'elle ne montera plus jamais à bord d'un Waka, mais elle informe qu'il s'agit d'environ 50% de sa vitesse maximale. Voyant l'état de Nema,
Dan se moque d'elle, ce qui la pousse à se disputer avec lui. Soudain, un Gléoc arrive et se pose sur la main de Lé, qui révèle qu'ils s'en servent pour échanger des lettres. Le Gléoc lui donne une lettre, et en la lisant, Lé révèle qu'un de ses subordonnés a causé des problèmes à l'écurie, et qu'ils doivent donc y retourner immédiatement. Cependant, notre fille réincarnée, qui veut jouer avec d'autres animaux en peluche, dit qu'elle n'a pas encore fini et demande à Dan de se rendre aux écuries des dragons. En arrivant sur place, Lé apprend qu'un élan blanc, une race rare dans la capitale, s'est échappé. Lé forme une équipe et leur ordonne de partir à la recherche de l'élan blanc. Après leur départ, ils pensent aux mauvaises choses qui lui sont arrivées jusqu'à présent, l'évasion de l'élan blanc, Uwas qui se prend d'affection pour Nema et Yoshu, l'un des Waka, qui lui obéit au doigt et à l'œil. Cependant, sa mauvaise journée devient encore pire lorsque Nema revient avec Lars sur le dos d'un élan blanc. Lorsqu'on lui demande comment elle l'a apprivoisé, elle révèle qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à Giselle et qu'elle l'a trouvé en chemin. En entendant cela, Lé n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprivoiser l'élan blanc, mais lui demande de le contacter si ce genre de situation se reproduit, ce qu'elle accepte volontiers. À ce moment-là, Lé pense que Nema doit avoir le pouvoir d'être aimé par toutes sortes d'animaux, mais il est jaloux car il voudrait avoir ce pouvoir pour lui aussi adorant les animaux. Le lendemain, c'est l'anniversaire de notre fille réincarnée. Ses parents lui souhaitent son anniversaire et veulent exaucer un de ses vœux, ce à quoi Nema répond qu'elle veut aller en ville. En entendant cela, son père, Dallan, n'est d'abord pas d'accord, disant qu'il est dangereux pour elle d'y aller seule, mais sa mère, Kula, lui dit d'y aller avec Paul et Karna. Après cela, elle se rend à son premier magasin et, une fois arrivée, elle s'étonne de la beauté du marché et du nombre de boutiques qui s'y trouvent. Karna lui explique que la capitale royale est divisée en 4 zones distinctes, le quartier noble, le quartier commercial, le quartier commun et le quartier industriel. C'était le souhait du premier roi, qui voulait que la ville soit belle même vue du ciel. Après avoir entendu cela, il se dirige vers les magasins d'alimentation situés à proximité et, voyant que la nourriture a l'air délicieuse, Nema a envie d'en manger. Elle demande à sa sœur de lui apprendre à utiliser l'argent dans ce monde, ce à quoi elle répond que la plus petite unité monétaire s'appelle le seigle, et que 10 seigles sont égaux à un lingot de cuivre. En entendant cela, elle se rend à la boutique de poulet frit toute proche et commande 3 morceaux de cuisse, ce qui lui coûte 3 lingots de cuivre. Après avoir payé le commerçant, elle se dirige vers son groupe et en donne un à Karna, un à Paul et le dernier à son chien dit, révélant qu'en raison de son anniversaire, elle veut traiter tout le monde de façon spéciale. Soudain, elle sent une odeur agréable et sucrée et se demande d'où elle vient, mais elle voit des choses qui ressemblent à des biscuits dans le magasin voisin. Interrogé à ce sujet, Paul lui révèle qu'il s'agit de pépés, et que lorsqu'ils font frire la pâte bouillie, celle-ci gonfle comme ça. Entendant cela, elle court au magasin et commande 4 pépés, révélant qu'elle veut aussi les offrir à Di. Voyant son sourire et son regard mignon, la vendeuse lui dit que si elle achète 20 pépés, elle en ajoutera 4 au prix d'un lingot de cuivre, ce que notre fille réincarnée accepte volontiers. Elle montre le pépé à sa sœur et l'informe qu'elle en a aussi acheté pour sa mère, son père et tout le monde à la maison. En entendant cela, Karna la serre dans ses bras et lui dit qu'elle est la plus gentille petite sœur du monde. Il s'arrête ensuite dans un magasin de thé voisin et l'une des filles assises à la table la salue. La jeune fille, qui connaît la famille Osf, commence à se moquer de Nema, révélant qu'elle n'a pas de magie et qu'elle ne ressemble même pas à ses parents, sans parler de ses yeux noirs effrayants. Cependant, la sœur de notre fille réincarnée la réprimande et lui dit que sa petite sœur est extraordinaire, que même la famille royale l'a acceptée, et qu'elle ne peut pas parler à une fille noble qui n'a même pas le pouvoir de sa famille. Après cela, elle rentre chez elle et Nema se demande à quel point sa sœur est forte. En ouvrant la porte de sa chambre, tout le monde est présent et il lui souhaite un joyeux anniversaire, révélant qu'il s'agit d'une surprise pour elle. Nema, se rendant compte qu'ils sont très occupés par leur travail mais qu'ils viennent quand même lui souhaiter, se met à pleurer et à remercier tout le monde, persuadé qu'il s'agit du plus beau jour de sa vie. Il célèbre ensuite son anniversaire, et la reine lui offre un collier et de puissantes pierres magiques. Le prince Brut arrive également et lui offre un bracelet magique, lui disant de le garder toujours autour d'elle car il la protégera de ses ennemis. Les autres offrent également des cadeaux à Nema, et le capitaine de la Légion des Chevaliers Bêtes, lui donne un faucon des pluies, qui est apparenté à l'autour des palombes. Les révèle qu'hier, elle regardait l'autour des palombes, et comme elle ne peut pas le manipuler à cause de sa grande taille, il a décidé de lui offrir l'autour des palombes. Après la fête, elle déclare que c'est le meilleur anniversaire qu'elle ait jamais eu et nomme l'épervier Nox. Le lendemain, notre fille réincarnée joue avec Nox et lui apprend à voler loin dans le ciel, croyant qu'ils sont déjà les meilleurs amis du monde. Pendant qu'elle passe du temps avec Nox, les Edan sont stupéfaits qu'elle soit capable de l'entraîner en si peu de temps et pensent que ses pouvoirs dépassent leur imagination. Les demandent à Nema de donner à Nox une chance d'aller plus loin dans le ciel demain, mais notre fille réincarnée pleure et révèle qu'elle doit commencer à étudier à partir de demain et qu'elle risque de ne plus pouvoir venir ici très souvent. Le lendemain, Nema est présentée à sa tutrice qui entre dans sa chambre et se présente officiellement sous le nom d'Analedessa.
Nema regarde ses vêtements et son maquillage minimal et pense qu'elle est une femme parfaite. Cependant, ses pensées se transforment en poussière lorsqu'Anale révèle sa véritable identité après que son majordome a quitté la pièce. Anale informe Nema qu'elle doit travailler sur sa façon de parler, révélant qu'elle appelle sa mère et son père maman et papa, ce que notre fille réincarnée approuve. Mais à sa grande surprise, Anale la frappe avec le bâton, ce qui provoque un regard noir de la part de Nema. Voyant cela, la tutrice lui dit qu'elle est issue d'une famille noble et que les nobles ne doivent en aucun cas laisser transparaître leurs émotions. Avant qu'elle ne puisse aller plus loin, on frappe à la porte, et le majordome de Nema apparaît, qui sert du thé à la préceptrice. En voyant le majordome, Anale retrouve sa fausse gentillesse et l'informe qu'ils sont déjà devenus de bons amis. Après cela, la vie d'étude infernale de notre jolie fille commence, car Anale la torture avec des bâtons et essaie de faire d'elle une noble dame. Elle se moque même d'elle en lui révélant qu'elle a enseigné à son frère et à sa sœur et qu'ils sont les élèves les plus doués qu'elle ait eus depuis longtemps, mais elle se promet de faire de Nema une dame digne de ce nom. Une fois le cours ennuyeux terminé, Nema est fatiguée et va dans sa chambre. Elle pense à sa tutrice et pense qu'elle n'aurait jamais pu traiter Ralph et Karna de la sorte, révélant qu'elle pourrait la ridiculiser. Elle explique que si elle raconte tout cela à son père, il l'expulsera sûrement du royaume mais mentionne qu'elle doit surmonter cela par elle-même et jure qu'elle ne la laissera pas gagner. Le lendemain, Anale la frappe avec le bâton, lui disant qu'elle s'avachit encore une fois. Mais notre fille réincarnée, au lieu de lui lancer un regard furieux, lui répond par un sourire adorable et l'informe qu'elle fera plus attention à l'avenir. Le joli sourire de Nema l'impressionne, mais elle lui révèle qu'il s'agit de son sourire professionnel, qu'elle a appris au travail dans sa vie antérieure. Malgré cela, notre réincarnée se demande combien de temps elle pourra le garder. Après le dîner, Nema quitte la salle à manger avec un visage tristé. En la voyant, sa famille se demande ce qui est arrivé à leur fille, car elle ne quittait jamais son assiette sans l'avoir nettoyée. Sa mère Kula la suit et lui demande ce qui lui arrive, mais notre fille réincarnée, au lieu de parler d'Anale à sa mère, s'enfuit dans sa chambre. Avant qu'elle ne puisse entrer dans sa chambre, Ralph l'attrape avec sa magie et l'informe qu'au lieu de se battre avec lui, elle devrait réfléchir aux mots qu'elle doit dire à leur mère, car elle est en mode colère, ce que Nema déclare 10 milliards de fois plus effrayant qu'Anale. C'est alors que sa mère l'informe que si son récent air triste est dû à Anale, alors pourquoi ne lui en a-t-elle pas parlé? Nema lui répond qu'elle veut mener ses propres combats et que si elle le lui avait dit, sa mère serait intervenue dans son combat et aurait fait démissionner son tuteur. Entendant cela, Kula lui tapote le doigt et lui révèle qu'Anale est connue pour être une femme parfaite dans le royaume. Si elle la défie sur son propre terrain, elle n'aura aucune chance. Cependant, elle lui dit de tout apprendre d'Anale et de reconnaître son adversaire, sans quoi elle ne pourra pas surmonter ce combat. Avant que notre réincarné ne puisse dire quoi que ce soit, son frère, Ralph, lui jette un sort magique qui draine les émotions négatives de son corps et la rend plus légère. Il lui promet également qu'il n'interviendra pas dans son combat, mais qu'il la guérira si elle se laisse emporter par de telles émotions négatives. En entendant cela, Nema sourit et se promet de gagner ce combat, tout en exprimant que son frère est un homme vraiment gentil et qu'il sait comment la rendre heureuse. Au bout d'un an, Nema est devenue une fille intelligente qui sait comment parler, manger, boire et se comporter avec les autres. Anale reconnaît alors qu'elle vient d'une famille noble très proche de la famille royale. Voyant son meilleur côté, Nema pense à Anale et pense qu'elle n'a pas vu son regard depuis un an, mais elle se demande ce qui la tracasse. Elle demande à Paul des nouvelles d'Anale et celui-ci lui remet une note révélant que certains de ses proches sont d'ardents croyants de l'église de la création divine. À cela, notre réincarné croit qu'elle est issue d'une famille de prêtres qui racontent n'importe quoi et se prennent pour des messagers de Dieu. Désireuse d'en savoir plus sur l'église de la création divine, Nema interroge Anale sur le royaume d'Iku, qui souffre d'une sécheresse. Elle révèle qu'en raison de la sécheresse, Iku a perdu de nombreuses vies et est confronté à une pénurie de nourriture. Ils ont demandé de l'aide à de nombreux pays et églises voisins, mais seuls Gash et 2 autres pays ont décidé de les aider. Elle demande alors pourquoi l'église de la création divine n'a rien fait pour eux, mentionnant qu'elle devrait les aider. Cependant, Lady Anale l'informe que leurs prêtresses ont reçu une révélation divine de Dieu, mentionnant le grand prêtre. Cette révélation indique que le royaume d'Iku a contrarié Dieu et a aidé le peuple des bêtes. De ce fait, en tant que messager de Dieu, l'église de la révélation divine ne peut pas les aider, même s'ils meurent de la sécheresse. Lorsque notre fille réincarnée lui demande si elle a rencontré le peuple des bêtes elle-même, elle répond avec un sourire infernal, révélant que personne ne veut les rencontrer car ils sont trop terrifiants pour être approchés. En entendant ces mots, Nema en vient à la conclusion qu'elle se sentait mal à l'aise non pas à cause de sa rigueur, mais parce qu'elle s'est laissée entraîner dans de fausses croyances. Nema, d'un air furieux, l'informe qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'une personne comme Anale puisse être grossière. Exprimant sa frustration, Anale la frappe sur la joue, ce qui fait comprendre à notre fille réincarnée qu'il ne s'agit pas d'éducation mais de violence, car elle se sent insultée. C'est alors que Nema lui dit qu'en tant que fière fille de la famille Osf, elle veut devenir une femme de qualité capable d'aider les autres, même si elle ne les connaît pas. Elle ne veut pas faire honte à son père.
Anale lui dit alors que les sujets politiques doivent rester entre les mains des ducs et des rois, et que ce n'est pas à eux d'en discuter. Cependant, Nema lui dit qu'elle veut lui apprendre à devenir une belle dame, une dame qui a un grand sens de la mode et qui sait comment plaire aux messieurs et rester silencieuse en leur compagnie. Mais Nema veut rester fidèle à elle-même et demande à Anale comment les dames de ce monde rendent les messieurs heureux, ce à quoi Anale s'enfuit sans rien dire. Après cet incident, Dallan s'enquiert de sa joue, mais Nema lui dit de ne pas faire de mal à Anale, car elle veut gagner ce combat toute seule. Cependant, son père donne à Anale un avertissement pour qu'elle n'agisse plus ainsi à l'avenir. Au bout d'un an, notre fillette réincarnée atteint l'âge de 5 ans, et Dallan lui apprend que la famille Osf est responsable des terres du nord du royaume de Gash. Il a du travail à faire là-bas, et il veut que Nema vienne avec lui, pensant que cela l'aidera à élargir ses horizons. Notre réincarné accepte avec joie. Ils se réunissent ensuite autour d'un cercle magique, un dispositif utilisé pour voyager entre les villes et les lieux importants, et se téléportent dans les terres du nord du royaume de Gash. À leur arrivée, ils sont accueillis par un homme nommé Warnu Gilva, le seigneur par procuration de la ville d'Arsanta. Nema se présente officiellement et court de l'autre côté. En ouvrant la porte, elle n'en croit pas ses yeux, elle se retrouve dans une ville magnifique où la neige tombe. La neige la rattrape et elle se retrouve sous une pluie glaciale. Cependant, Dallan la réchauffe rapidement grâce à sa magie curative. Il l'informe ensuite que dans les terres du Nord, le temps est extrêmement froid et qu'il faut s'habiller correctement pour ne pas attraper froid. Il lui donne des vêtements chauds, ce qui rend notre fille réincarnée encore plus mignonne. Ils se dirigent ensuite vers leur destination pour accomplir le travail de la capitale royale, tout en profitant du voyage en cours de route. Mais notre fille la plus mignonne ne veut que jouer avec des bêtes et des monstres rares. Arrivés à destination, ils sont accueillis par le maire de la ville, qui les emmène dans son bureau. On leur sert un délicieux repas, ce qui fait rougir notre réincarné. Cependant, Dallan informe le maire qu'il a entendu parler des pertes causées par les monstres et qu'il est venu construire des avant-postes pour les chevaliers. Cela permettra de résister aux monstres et de les éloigner de la région. De plus, Dallan dit à Nema qu'il veut utiliser ses pouvoirs de dragon pour éliminer tous les monstres de la forêt. Cela provoque la panique de notre réincarné, qui pense que le pouvoir de Sol va mettre le feu à la forêt. Entendant cela, Dallan suggère à Nema de demander de l'aide à Sol et s'enquiert de l'identité des monstres qui résident dans la forêt de Needlefrost. Elle appelle Sol, qui, après avoir vérifié sa position, lui révèle qu'il n'aurait jamais dû y avoir de monstres. Il y a bien des gobelins et quelques rares araignées de givre, mais ils habitent bien plus au sud. En entendant cela, Dallan se met en colère et pense qu'il s'agit d'une faute commise par certains hommes. Il se promet de résoudre ce problème lui-même. Cependant, notre fille réincarnée pense que c'est l'œuvre d'un dieu. Le lendemain, notre réincarnée sort le pendentif et le couteau de protection qu'elle a reçu pour son anniversaire, révélant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle les utiliserait bientôt, mais elle les met dans son sac. Soudain, Nox arrive et elle lui dit qu'elle comptera sur lui lors de leur voyage dans la forêt. Il quitte alors le village et se dirige vers la forêt. En chemin, l'un des villageois informe Dallan qu'il chasse dans cette région depuis des décennies mais qu'il n'a jamais rien vu de tel. En entendant cela, Dallan, qui dirige le groupe et voyage depuis de nombreuses heures, demande à son groupe de se reposer et de manger le repas qu'ils ont apporté. Au moment où ils décident de s'asseoir, ils entendent une voix provenant de l'arbre voisin et reculent rapidement. L'un des chevaliers s'avance et coupe l'arbre avec son épée, mais il est surpris de voir qu'il ne s'agit que d'un petit lapin couché sur le sol. En entendant le nom de lapin, Nema pense que sa peau doit être duveteuse, mais en arrivant sur place, elle voit qu'il est blessé. Juste avant qu'elle ne puisse le toucher, le lapin s'enfuit, ce qui amène notre jeune fille réincarnée à se demander ce qu'il est advenu de ses pouvoirs. Cependant, elle court dans la forêt pour aider le petit bonhomme, révélant qu'elle ne peut pas laisser la petite créature tranquille, même s'il ne l'aime pas. C'est alors qu'elle aperçoit le lapin et se dirige vers lui, mais avant qu'elle ne puisse réagir, le lapin lui saute dessus et l'étreint. Cela fait croire à notre réincarnée que ses pouvoirs ne sont pas perdus et qu'elle a toujours ses capacités d'apprivoisement. Elle décide alors de se rendre au groupe pour soigner les blessures du lapin blessé, mais l'instant d'après, quelqu'un l'emprisonne dans un filet, et Nema perd connaissance. Après s'être réveillée, elle se retrouve entourée de monstres et se demande qui ils sont, mais après les avoir vus de près, elle se rend compte qu'il s'agit de gobelins. L'un des gobelins s'approche pour entendre et essaie de manger le lapin, mais Nema l'arrête en disant qu'elle ne veut pas qu'il mange le lapin. En entendant cela, le gobelin recule et se demande ce qu'il doit faire, tandis que notre fille réincarnée, en regardant les gobelins, pense qu'ils sont mignons aussi, mais réalise soudain que ce sont des monstres. C'est alors que deux gobelins l'emmènent dans la grotte voisine où elle trouve à l'intérieur un garçon et une fille nommés Nino et Pino. Nema leur demande s'ils ont été kidnappés comme elle, ce que confirme la fille qui la réprimande pour avoir posé des questions stupides. Le garçon lui apprend que les gobelins ont aussi enlevé des adultes avec eux, et qu'ils sont gardés dans d'autres endroits. En entendant ces mots, notre fille réincarnée se rend compte qu'ils ont besoin de son aide, et elle demande à Sol de les aider avec sa magie, mais Sol l'informe qu'il ne peut pas attaquer les gobelins parce que ce sont des bêtes magiques de bas étage. Il lui dit qu'elle peut utiliser sa magie avec sa volonté,
mais que pour cela, elle doit faire sortir du feu de sa bouche. En entendant cela, Nema rejette son offre et pense que son père et les villageois la sauveront. À ce moment-là, l'estomac de Nema commence à gronder comme une alarme, révélant qu'elle a faim, mais elle se rend compte que le garçon et la fille ont également faim. Elle décide alors de partir à la recherche de nourriture, mais elle est choquée par un gobelin qu'elle heurte. Cependant, notre brave fille, au lieu d'être effrayée, demande au gobelin s'il a de la nourriture parce qu'ils ont faim. Le gobelin, voyant la plus jolie fille devant lui, accède à sa demande et lui donne un fruit, qu'elle ne trouve pas comestible après l'avoir trouvé amer. Le lutin épluche alors le fruit et le lui donne, et cette fois, notre fille réincarnée le trouve sucré, révélant avec un humour rougissant qu'elle n'a jamais mangé un fruit aussi sucré auparavant. Elle demande ensuite d'autres fruits car elle veut les donner à Nino et Pino mais se rend compte qu'elle ne sait pas comment les éplucher. C'est alors qu'elle sort le couteau qu'elle a reçu pour son anniversaire et qu'elle enlève la peau avec. Les lutins, qui assistent à tout cela, font de même et trouvent cela très utile. En peu de temps, ils deviennent amis avec notre fille réincarnée. Soudain, elle entend des grondements dans la grotte et, en arrivant, elle y trouve un hobgoblin. Le hobgoblin demande aux petits de ne pas amener d'enfants humains dans la grotte, ce qui permet à notre fille réincarnée de réaliser qu'elle peut avoir une conversation avec lui. Nema demande alors pourquoi ils les ont enlevés, ce à quoi le hobgoblin répond que c'est dans leur nature, mais qu'il protège les enfants perdus et s'occupe bien d'eux, même si ce sont des enfants humains. Entendant cela, notre fille réincarnée demande alors pourquoi ils attaquent les humains, ce à quoi le hobgoblin lui répond qu'ils le font simplement pour survivre dans ce monde. Lorsqu'on lui demande la raison de ce comportement, le hobgoblin révèle qu'ils ont été chassés de leur forêt par les humains, et pas seulement par les gobelins, mais aussi par les kobolds, les ors et les ogres. Il explique que les humains les ont poursuivis et que ceux qui ne voulaient pas se battre ou qui ne pouvaient pas supporter le froid ont péri un par un, mais parce qu'ils étaient faibles, ils ont continué à courir et se sont retrouvés dans cette forêt. En entendant cela, notre fille réincarnée se rend compte que tout cela est la faute des humains et décide d'en parler à son père, mais elle se demande ce qu'elle doit faire d'eux, réalisant qu'elle ne peut pas les laisser seuls. Elle leur demande s'ils veulent se venger des humains, ce à quoi le hobgoblin répond qu'ils veulent simplement retrouver leur ancien mode de vie, chasser et être chassés aux côtés des animaux et des monstres, et faire à nouveau partie de la forêt. En entendant cela, Nema pense que ces gobelins ne sont pas originaires de cette forêt et que s'ils s'y installent, cela bouleversera l'écosystème de cette forêt. C'est alors qu'elle a une idée et la chuchote à l'oreille du hobgoblin. Le hobgoblin aime son idée et demande s'ils peuvent tuer les humains, ce à quoi Nema l'informe que dans la bataille, seuls les plus forts survivent, mais qu'elle ne peut pas garantir que les humains survivront, mais qu'ils devraient s'en sortir s'ils forment un contrat. En entendant cela, le hobgoblin accepte de l'aider, mais Nema l'informe qu'avant cela, ils doivent résoudre un autre problème, celui de son père, et que s'il arrive, il tuera tous les gobelins avec son pouvoir. Elle lui dit donc qu'ils doivent trouver un plan pour s'assurer que son père les écoutera. Ensuite, elle prend les fruits et les donne à Pino et Nino. Elle leur parle de son idée, et pour que ça marche, il faut qu'ils sortent de cette grotte. Nino hésite, disant que les gobelins sont des monstres et qu'ils n'ont pas besoin de les aider. Cependant, notre fille réincarnée pense que les gobelins avaient leur raison de faire ce qu'ils ont fait, et elle veut les sauver, mais si son père l'apprend, il ne les écoutera pas. Elle leur demande donc de l'aide, en leur disant qu'ils doivent juste devenir leur et faire semblant d'être poursuivis par les gobelins. Pino hésite, disant qu'il ne peut pas mettre la vie de sa sœur en danger, même après avoir entendu Nema dire qu'elle lui jetterait un sort de protection. C'est alors que Nino intervient et l'informe qu'elle va l'aider, disant que même si elle est plus jeune qu'eux, elle essaie toujours de protéger la vie des gobelins, et qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour s'assurer que cela se produise. En entendant cela, Nema la serre dans ses bras et elles partagent un doux moment ensemble, même Nema la remercie de l'avoir aidée. Ensuite, comme prévu, Pino et Nino courent dans la forêt tout en étant poursuivis par les gobelins, et attirent rapidement l'attention des villageois. Voyant cela, Dallan demande à ses chevaliers de protéger les enfants des gobelins, ce que notre fille réincarnée a déjà révélé dans son plan. Selon le plan, les enfants se dirigent vers les villageois, tandis que les gobelins, en les voyant, retournent dans leur grotte. Les chevaliers les suivent mais tombent sur le hobgoblin et reculent après l'avoir vu. Le hobgoblin les informe qu'il va libérer tous les enfants, et avant qu'ils ne puissent en dire plus, Dallan active sa magie et lui tire dessus, mais Nema le protège avec la magie de Sol. Voyant cela, Dallan comprend qu'il s'agit de la magie de Sol et demande à Nema de sortir. Nema, réalisant que son plan a échoué, demande à son père de ne pas attaquer et celui-ci accepte rapidement. Cependant, en arrivant, Dallan change d'avis et demande à ses chevaliers d'attaquer le hobgoblin avec leur magie, mais Nema réussit tout de même à le sauver grâce à la magie de Sol. Nema court alors vers le hobgoblin et commence à le protéger, révélant que ce n'est pas leur faute et qu'ils ont été chassés de leur forêt par les humains, et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se retrouver ici. Elle demande ensuite à son père d'écouter ce qu'elle dit, et Dallan finit par accepter. C'est alors que Nox arrive et commence à gazouiller, ce qui fait comprendre à notre fille réincarnée que le danger est en route. Elle voit une aura maléfique sortir des buissons, et en l'observant de près avec le pouvoir de Sol,
elle se rend compte qu'il s'agit d'une araignée de givre maléfique. À ce moment-là, l'araignée de givre fonce sur eux, tandis que notre fille réincarnée et son père regardent avec horreur et se demandent ce qu'ils doivent faire. Dallan demande à Nema de venir le voir, ce qu'elle accepte immédiatement. Cependant, elle révèle que l'araignée de givre a très faim et qu'elle panique. C'est alors que le hobgoblin intervient et annonce qu'il va combattre l'araignée de givre. Voyant cela, Nema tente d'intervenir, mais son père l'en empêche en lui disant qu'elle ne peut pas s'occuper de cette affaire car il s'agit d'un combat entre les plus forts. Soudain, l'araignée de givre attaque le hobgoblin avec l'une de ses pattes, et le hobgoblin bloque avec ses mains puissantes. Ils se donnent des coups de poing et des coups de pied, mais aucun ne parvient à porter un coup décisif. C'est alors que l'araignée de givre tente de le tuer avec son poison, mais le hobgoblin saute dans le ciel et donne un puissant coup de poing sur l'un de ses yeux, le détruisant. Cela fait croire à notre fille réincarnée qu'il s'agit d'un combat à la vie à la mort pour la survie. Après ce coup de poing, l'araignée de glace perd connaissance et le hobgoblin lève la main, croyant avoir gagné la bataille. Cependant, à sa grande surprise, l'araignée de givre se relève et saute rapidement, atterrissant sur le corps du hobgoblin. Nema, devant ce spectacle horrifiant, pense que si le hobgoblin perd cette bataille, son père incinérera tous les gobelins sans état d'âme, afin que les humains puissent vivre en paix. Soudain, du sang coule sous le corps de l'araignée de givre, et le hobgoblin la prend sur son épaule. Après un bref soupir, il la jette de l'autre côté. Le hobgoblin remercie alors Nema et lui révèle qu'il a pu éviter d'être écrasé par l'araignée de givre grâce au sort de protection qu'elle lui a jeté. Nema, après avoir constaté qu'il allait bien, se sent heureuse, mais elle ressent alors quelque chose d'inhabituel et se demande ce que c'est. À ce moment-là, ses mains s'illuminent d'une énergie magique verte, et l'araignée de givre lui demande de l'aider, révélant qu'elle veut protéger son enfant. Soudain, son enfant sort de son corps, et Nema, après l'avoir vue, pense qu'elle était enceinte, et que c'était la raison de sa panique. Elle explique que pour nourrir ses petits, elle avait besoin de manger beaucoup, mais que l'écosystème était perturbé depuis l'arrivée des gobelins, et qu'elle n'a pas pu attraper de nourriture pour ses petits. Le cœur brisé, Nema pleure et pense qu'elle est aussi une victime. Elle pose alors sa main sur le corps de l'araignée de givre et prie Dieu. Elle lui demande que si elle va dans l'au-delà ou dans une autre vie, elle souhaite vivre en paix. Dallan entre et la prend dans ses bras, mais notre réincarnée pleure à chaudes larmes. Elle dit que si elle avait pu sauver l'araignée de givre, elle aurait vraiment voulu le faire, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait trop peur de la responsabilité. Cependant, elle se promet de devenir plus forte pour que toutes les créatures vivantes puissent vivre heureuses. Le hobgoblin la regarde avec un visage triste, puis commence soudain à émettre de la lumière à partir de son corps. Nema et les autres se demandent ce qui se passe. Lorsque la lumière disparaît, le hobgoblin se transforme en humain avec des oreilles d'elfe et 2 cornes sur le front. Nema, choquée, se demande qui il est, mais son père l'informe qu'il a peut-être évolué. Elle interroge alors le dragon de feu, une bête sacrée, qui lui répond que les gobelins ne peuvent pas évoluer jusqu'à cet état, car l'ordre le plus élevé des espèces de gobelins est le hobgoblin. Il lui dit également qu'il connaît des créatures appelées Oni qui vivent dans le oasit et qui possèdent un corps humain et des cornes. Elle se demande ce qu'est un Oni, ce à quoi Sol lui répond qu'il veut le voir de ses propres yeux, et que c'est pour cela qu'il viendra la voir demain. Elle regarde alors son corps et pense qu'il ressemble aux personnes les plus élégantes du Japon, mais son père l'éloigne et demande à ses chevaliers de couvrir son corps nu avec des vêtements. Après cela, elle lui apprend à porter des vêtements et le remercie de leur avoir sauvé la vie en le serrant dans ses bras, ce qui pousse son père à lui demander de s'éloigner de lui et d'aller se coucher. Soudain, l'enfant de l'araignée de glace s'approche d'elle et Nema lui demande s'il veut venir avec elle. La jeune araignée saute sur son bras, ce qui fait croire à notre réincarnée qu'elle veut l'accompagner. Elle lui dit alors que sa mère l'a non seulement protégée mais aussi rendue plus forte, et elle lui donne un nom, Gratia, en disant que le mot Gratia signifie merci. Chaque fois qu'elle prononce le mot Gratia, cela signifie qu'elle remercie l'araignée de givre de l'avoir rendue forte. Soudain, une marque blanche apparaît sur la tête de la jeune araignée de givre, ce qui fait croire à Nema qu'elle a apprivoisé une autre bête puissante. Le lendemain matin, le hobgoblin, qui a repris forme humaine, commence à nettoyer la région avec l'aide de petits gobelins. Nema lui demande s'il va libérer tous les humains capturés, ce à quoi il répond qu'il lui a promis et qu'il tiendra parole. À ce moment-là, un chevalier guérisseur portant un lapin blanc arrive et la salue, lui révélant que le lapin blanc va bien maintenant. Elle le remercie d'avoir soigné ses blessures et demande à son père si elle peut la porter chez elle. Dallan lui répond qu'il vaut mieux que certaines choses dans ce monde restent à leur place. Il explique que lorsque des animaux sauvages sont gardés par des humains, cela altère leur disposition, et qu'à cause de cela, ils peuvent perdre leur garde ou devenir incapables de trouver de la nourriture par eux-mêmes. Il demande à Nema de penser à cela comme à des ondulations et lui explique que si elle ramène ce lapin chez elle, il formera une petite ondulation dans ce monde. Ensuite, l'onde se poursuivra à l'infini, se heurtant à d'autres ondes et les avalant ou étant avalées, ce qui affectera le monde. Il révèle que tous ces phénomènes façonnent ce monde, et que peu importe leur taille, ils ont tous le même impact sur le monde. Il pense donc que moins il y aura d'ondulations, mieux le monde se portera,
et que lorsqu'il n'y aura plus d'ondulation, le monde sera en paix. En entendant cela, Nema se met en colère et pense qu'elle veut caresser toutes les créatures duveteuses. Si quelqu'un se met en travers de leur chemin, elle profitera de l'autorité de son père et de la magie de Sol pour les détruire. Mais elle se rend compte que ce n'est pas bon et laisse partir le lapin blanc. C'est alors qu'elle lui montre la jeune araignée de givre et lui demande si elle peut la ramener chez elle. Dallan, horrifié, lui révèle qu'il ne s'agit pas d'un animal mais d'un monstre. Le hobgoblin leur demande s'ils connaissent les animaux et les monstres. Il explique que les monstres sont des échecs et qu'on les appelle des défectueux, révélant que les gobelins sont des versions défectueuses des humains et que les araignées de givre sont des versions défectueuses des araignées. Il révèle que les monstres sont faibles et que pour devenir plus forts, ils doivent recevoir un nom de la part de quelqu'un de puissant. Cela permet au monde de les reconnaître en tant qu'individus. De cette façon, ils peuvent utiliser la magie et recevoir les bénédictions des esprits. En entendant cela, Nema demande son nom au hobgoblin, qui lui répond qu'il n'en a pas. Notre fille réincarnée est alors en état de choc et se demande comment il peut être aussi fort sans avoir de nom. Le hobgoblin révèle qu'il est jaloux de la jeune araignée de givre, qui a déjà une marque sur la tête, ce qui signifie qu'elle a déjà un nom. Cette révélation pousse Dallan à crier sur Nema, croyant qu'elle a apprivoisé la jeune araignée de givre avec ses pouvoirs et qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'emmener chez eux. Ils font ensuite leurs adieux aux gobelins et se dirigent vers le village. Au village, les kidnappés rencontrent leur famille, et Nema demande à Nino et Pino à quelle famille ils appartiennent. Ils révèlent qu'ils appartiennent à la famille Irega. En entendant cela, Dallan révèle qu'il connaît leur famille et demande à ses chevaliers de les escorter en toute sécurité jusqu'à la famille Irega. À ce moment-là, Pino la remercie pour son aide et Nino lui lance un regard effrayant, ce qui fait croire à notre réincarnée qu'elle la déteste. Cependant, à sa grande surprise, Nino lui demande de venir chez elle un jour, et Nema la serre joyeusement dans ses bras en lui disant qu'elle viendra certainement. Le lendemain, Sol arrive et Nema le prend immédiatement dans ses bras. Elle commence à le caresser, croyant qu'il est parfaitement doux, mais Sol l'informe que le hobgoblin n'est pas un Oni et qu'il a des restes de pouvoir élémentaire. Cependant, notre jeune fille réincarnée ne prête pas attention à ce qu'il dit et continue à toucher sa peau. Sol l'engueule et l'informe qu'il peut utiliser les pouvoirs élémentaires comme les bêtes sacrées, ce que le hobgoblin confirme après avoir révélé qu'il peut le voir mais qu'il ne sait pas comment utiliser les pouvoirs élémentaires. À ce moment-là, l'un des chevaliers active sa magie et fabrique une poupée d'argile grâce à sa magie de terre. Elle demande au hobgoblin de faire de même et celui-ci détruit la poupée d'argile d'un simple coup de voix, choquant Nema et les autres. Nema lui demande alors s'il peut utiliser d'autres éléments magiques, ce à quoi il répond en leur montrant tous les éléments magiques, y compris le feu, le vent, l'eau et la terre. Voyant cela, Nema dit que cela l'aidera dans son plan, mais son père l'entend et lui demande de quoi il s'agit. Elle l'informe qu'elle a trouvé un moyen de faire cohabiter pacifiquement les humains et les monstres, mais qu'elle lui en parlera plus tard. Après cela, elle se rend compte que le hobgoblin est une nouvelle créature et lui donne un nom, Shinki, ce qui la met en état de choc après l'apparition d'une marque d'apprivoisement sur son front. Elle hurle de stupeur et se demande pourquoi cela lui arrive toujours, mais pense que c'est l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, elle s'excuse auprès de Shinki, mais il s'incline devant elle et lui révèle que lui et tous les gobelins dirigés par lui jureront fidélité. Puisqu'elle lui a donné un nom, il l'appellera maître. Notre fille réincarnée rougit et le remercie. Au village, notre fille réincarnée dit à son père que ses remarques précédentes sur la cohabitation des humains et des monstres sont dues au fait que les monstres perdent leur lieu de vie et qu'il faut leur en créer de nouveaux. Elle explique qu'ils peuvent ériger une barrière sur les montagnes où personne ne vit, et que tous les monstres qui ont perdu leur maison s'y installent, et que si les monstres sont trop nombreux, ils en feront une zone d'entraînement pour la guilde des aventuriers. De cette façon, ils peuvent couvrir les frais en plaçant des auberges et des magasins au pied de la montagne, et les aventuriers et les monstres peuvent se contrôler mutuellement. Dallan pense que les monstres vont tuer la plupart des humains pour survivre, mais Nema lui dit que cela fait partie de la lutte pour la survie. En entendant cela, Dallan sourit et dit que c'est une idée brillante et qu'il y réfléchira. Ensuite, il demande à Shinki de l'accompagner à leur prochaine destination d'inspection, en disant que ses pouvoirs élémentaires peuvent être d'une grande aide, et qu'il a de vastes connaissances sur les monstres. Shinki, avec un visage triste, révèle qu'il veut aider mais qu'il ne peut pas quitter le nid trop longtemps. Il appelle alors Nema son maître et lui demande de donner un nom au prochain gobelin le plus fort, pensant qu'ainsi, le nouveau gobelin le plus fort pourra protéger le nid aux côtés des esprits, et que lui-même pourra se reposer tranquillement. Nema, choquée d'être appelée maître, dit à Shinki qu'elle le préfère en tant qu'ami et non en tant que maître, et lui demande de la traiter comme une dame. En entendant cela, Shinki accepte et dit qu'à partir de maintenant, il l'appellera madame. Après cela, il l'emmène dans son nid et la présente au gobelin le plus fort, qui est aussi une fille. Il lui révèle que la fille est son bras droit et qu'elle se transformera en hobgoblin après quelques voyages de chasse supplémentaires. Nema, en regardant la fille gobelin, pense qu'elle va devenir un hobgoblin laid, mais elle lui attrape les mains et pense que malgré cela, elle sera mignonne. Elle demande alors à la fille gobelin ce qu'elle aime, ce à quoi la fille gobelin répond qu'elle aime les fleurs. En entendant cela,
Elle regarde les fleurs qui viennent de la vallée du Lys et sont appelées fleurs de Susurran, et lui donne joyeusement un nom, Suzuko. Soudain, un autre gobelin arrive et demande à Nema de lui donner un nom. Suzuko révèle qu'il est très faible et Nema lui demande pourquoi il veut un nom. Le gobelin lui répond que sa dernière horde a été anéantie par les monstres et qu'il veut devenir plus fort pour pouvoir protéger sa horde actuelle. Nema, entendant cela, se demande ce qu'il devrait faire, pensant qu'il est très faible et qu'il ne deviendra peut-être pas plus fort, mais elle pense qu'elle ne peut pas l'abandonner juste parce qu'il ne grandira peut-être pas. Elle lui dit alors que s'il est capable de chasser seul un sanglier géant, qui est beaucoup plus fort que lui et pourrait le tuer, avant qu'il ne revienne de leur voyage, elle lui donnera un nom. En disant cela, Nema pense que cette menace le fera reculer, mais à sa grande surprise, le gobelin sourit et accepte sa demande. En entendant cela, notre fille réincarnée sourit, croyant que le gobelin tiendra ses promesses, et trouve alors un nom qui le rendra plus fort, révélant que son nom à partir de maintenant sera Tuki. Le gobelin rougit et remercie Nema de lui avoir donné un nom. Après cela, Nema et Shinki partent en direction de la forêt. En chemin, Shinki demande à Nema si elle est toujours entourée de gens et de créatures, ce à quoi elle répond qu'elle aime sa famille et toutes les créatures qui l'entourent. Shinki prend alors un air triste et déclare que sa seule famille était son frère aîné, qui a été tué au combat. Cependant, à son grand soulagement, Nema lui donne une tape sur le visage et lui dit qu'il est maintenant son ami. Après cela, il se dirige vers la ville de Casse dans le Parzet Proxy. En chemin, Dallan demande à Shinki de lui donner des indications sur cette ville, ce qu'il accepte volontiers. Shinki l'informe du chemin que lui et sa horde ont emprunté, y compris 3 montagnes reliées entre elles et une rivière agitée. En entendant cela, il leur montre la carte du domaine d'Osf, révélant que les zones marquées en rouge sont celles où les monstres attaquent les villageois, et pense que les problèmes avec les monstres pourraient être causés par l'homme. Il informe ensuite Nema qu'il va la laisser avec son frère Ralph, qui est sur le point d'arriver à la ville de Casse et qui prendra sa place, pendant qu'il ira au domaine pour trouver plus d'informations sur l'attaque des monstres. En entendant cela, Nema sourit et déclare qu'elle a hâte de passer plus de temps avec son frère. Ils arrivent à la ville de Casse, et Dallan parle avec le maire de la ville, mais à son grand désarroi, Nema part et se rend à la guilde voisine avec Shinki. Là, elle rencontre une fille nommée Bella, qui, en voyant Shinki, lui révèle que les bêtes ne sont pas autorisées dans cette ville. Mais Nema, avec un profond soupir après avoir réalisé que Bella ne connaissait pas l'identité de Shinki, déclare qu'ils ne font que visiter la guilde pour voir à quoi elle ressemble et qu'ils repartiront bientôt. En entendant cela, Bella s'excuse pour son comportement grossier et dit à Nema qu'elle lui montrera tout ce qu'il y a à l'intérieur de la guilde. Elle s'assoit alors à table et Belle commence à leur parler de la guilde des aventuriers et de ses règles strictes. Soudain, un homme se lève de son siège et crie aux autres, disant que la guilde ne peut pas rester les bras croisés et ignorer cette injustice. Il révèle que le maire a proposé un petit travail pour une horde de gobelins avec une récompense 3 fois supérieure à la normale, et que son fils l'a accepté. Il révèle que le maire utilise l'argent pour nourrir sa propre famille, et non pour aider les autres aventuriers qui risquent leur vie pour protéger ce royaume. En entendant cela, Nema se méfie et interroge Belle sur l'homme, qui lui révèle qu'il s'appelle Elrond de Witt et qu'il travaillait au bureau de la ville comme l'un des présidents, mais qu'il a été renvoyé parce qu'il ne s'entendait pas avec le maire. En entendant cela, Nema pense que quelque chose ne va pas dans cette ville et se dirige vers lui. Elle l'attrape par le pantalon et lui demande de tout lui raconter, mais de Witt hésite, disant qu'il n'a pas de temps à consacrer aux enfants. Nema se met en colère, mais elle soupire profondément et déclare qu'elle pensait pouvoir lui rendre service. Nema lui révèle alors qu'elle s'appelle Nefertima Osf, qu'elle est la seconde fille de Deland Osf et qu'elle pourrait l'aider à rencontrer son père. Entendant cela, De Witt s'excuse pour son comportement grossier et se présente comme le nouvel auditeur financier de la ville, révélant que son travail consiste à collecter tous les détails sur les activités financières de la ville. Il explique ensuite à Nema qu'à l'instar du domaine, les attaques de monstres se multiplient dans le Parazet Proxy, mais qu'à Casse, il n'y a pratiquement pas eu d'attaque. Il explique que le maire a fait de faux rapports faisant état de décès, et qu'il a reçu 5 pièces d'or en guise de dédommagement. Il explique également qu'il n'y a eu qu'une activité de monstres l'année dernière, lorsque des gobelins ont attaqué la ville voisine, et qu'ils ont résolu le problème avec l'aide d'aventuriers, mais les aventuriers n'ont pas inventé cette histoire. Nema demande ce qui leur est arrivé, ce à quoi De Witt lui montre une carte du domaine, disant qu'il y a des milliers de kobolds qui vivent dans la région où les aventuriers ont été envoyés, et pense que le chef de la ville a dû envoyer les aventuriers pour s'occuper de l'activité des kobolds. En entendant parler des kobolds, notre fille réincarnée Nema pense que s'il y a des milliers de kobolds, cela signifie qu'ils doivent avoir un chef, et si tout se passe bien, elle pourra peut-être rallier les kobolds à son plan. Cependant, à la surprise générale, elle se met à crier et à dire qu'elle veut les caresser. À ce moment-là, elle dit à De Witt qu'elle veut qu'il vienne avec elle voir son père, ce qu'il accepte immédiatement. Elle appelle également Nox et lui transmet un message, lui demandant de le donner à son père. Entendant qu'ils se rendent au bureau du maire, Belle veut se joindre à eux, disant que ce n'est peut-être pas son travail, mais qu'elle veut aider cette ville,
ce à quoi notre fille réincarnée est heureuse d'acquiescer. Elle se dirige alors vers le bureau du maire, mais y trouve Dallan. Dallan, d'un air furieux, demande à Nema si elle a des excuses pour s'être éloignée sans permission. Nema, l'air triste, s'excuse auprès de son père pour sa faute, disant qu'elle voulait juste voir la guilde des aventuriers. Cependant, Dallan révèle qu'elle s'est comportée de façon stupide et dit qu'il est peut-être trop tôt pour la présenter au monde comme la fille d'un duc. Nema, l'air choqué, déclare que son père ne l'a jamais traitée de la sorte auparavant et qu'il ne l'a jamais vu se fâcher contre elle de la sorte, mais elle pense qu'il a tous les droits d'être en colère contre elle parce qu'elle s'est enfuie sans sa permission et qu'elle n'a même pas gardé ses gardes, se demandant si quelque chose lui était arrivé, ceux qui auraient été punis étant ceux qui étaient chargés de la surveiller. S'en rendant compte, Nema pleure, mais Ralph l'attrape soudain et dit à son père qu'il n'a pas le droit de faire pleurer sa sœur. En entendant cela, Nema pleure encore plus, persuadée que même si elle a tort, son frère et sa sœur sont toujours de son côté et prennent la réprimande avec elle. À ce moment-là, Dallan essuie ses larmes avec un mouchoir, mais à sa grande surprise, il s'agit du prince Will, une brute, qui arrive avec le tigre du ciel Lars. En voyant le prince pour la première fois, tout le monde est choqué et s'incline devant sa majesté. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait ici, le prince révèle qu'il avait du travail en ville et qu'après l'avoir terminé, Ralph lui a dit que Nema était déjà là, alors il a décidé de venir ici et de jouer un peu avec Nema. Soudain, Dallan aperçoit Belle et DeWitt et se demande qui ils sont. Nema lui répond qu'ils viennent de la ville et qu'ils veulent lui dire quelque chose, révélant qu'ils ont besoin de son aide. À ce moment-là, DeWitt l'informe de tout, et Dallan, l'air furieux, se rend dans le bureau du maire. Là, il rencontre le maire et l'interroge sur ce qui s'est passé dans la ville. Le maire essaie de nier, mais Dallan ne se laisse pas prendre à ses mensonges et le renvoie immédiatement de son poste de maire. Notre fille réincarnée Nema se sent alors à l'aise et commence à jouer avec Lars. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes, et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.